J'ai 76 ans. Je vis seul dans une grande maison silencieuse. Mon entreprise, celle que j'ai construite, a été acquise pour 207 millions de dollars. C'était il y a 12 ans. Je mentionne ce chiffre seulement parce que, pendant si longtemps, c'était le seul indicateur que je pensais important. C'est la raison pour laquelle la voix de ma fille est un souvenir et non un appel téléphonique que je reçois les dimanches après-midi. Ce n'est pas l'histoire d'un méchant. J'ai besoin que vous compreniez cela. Je n'ai pas été cruel, ni égoïste de quelque manière que ce soit que je pouvais voir à ce moment-là. J'étais poussé, je fournissais, je construisais quelque chose de durable. C'est ce que je me disais à moi-même, c'était ce que je disais à ma femme, Carole, et à ma fille, Sophie. C'était ce que mon père m'avait appris, la valeur d'un homme et son travail. Je l'ai cru, je l'ai vécu, et en le faisant, j'ai évaporé ma propre vie. Tout a commencé, je suppose, de manière ordinaire. J'avais 29 ans, travaillant des semaines de 70 heures dans une entreprise naissante de fourniture d'emballage. Carole était enceinte de Sophie. La panique était quelque chose de physique, une pierre froide dans le ventre chaque matin. Je devais sécuriser les choses. Je devais nous trouver une maison dans un bon quartier scolaire. Je devais m'assurer qu'il ne manquait jamais de rien. Alors, quand l'opportunité de commencer ma propre entreprise s'est présentée, je l'ai saisie. Ce n'était pas une grande passion. C'était un vide sur le marché que j'ai vu, une solution pratique. Cela se sentait comme une responsabilité. Sophie est née un mardi. J'étais au bureau. J'avais laissé Carole à l'hôpital ce matin-là, avec les contractions commençant, lui promettant que je reviendrais après une réunion cruciale. La réunion s'est prolongée. Il y avait des embouteillages. Quand je suis arrivé à l'hôpital, elle était déjà enveloppée dans une couverture et dormait dans les bras de Carole. Carole dormait aussi, épuisée. Une infirmière me regarda avec une pitié tranquille que je ne comprenais pas. « Tu as raté le meilleur du spectacle », dit-elle. Je me souviens avoir ressenti une douleur, une réelle, mais ensuite je l'ai écartée. J'étais là, j'avais réussi. C'est ce que je me disais. C'est devenu le schéma, la petite, raisonnable absence, la compensation. J'ai raté ces premiers pas parce que j'étais à une foire commerciale à Atlanta. J'ai raté la pièce de théâtre de première année. Elle était un arbre. Elle était si fière d'être un arbre, parce qu'un client important était en ville. Chaque fois, je rapportais un prix de consolation, une poupée d'Atlanta, une glace chère après la pièce. Carole disait, « Elle voulait juste que tu sois là, Mike. » Et je hochais la tête, croyant sincèrement que je comprenais. « La prochaine fois, disais-je, je le promets, ce contrat, cet effort, c'est pour la prochaine fois. C'est pour toutes les fois qui viendront après. » L'entreprise a grandi, la maison est devenue plus grande. Nous avons déménagé dans la maison où je suis assis maintenant. La chambre de Sophie était à l'autre bout du couloir, loin de mon bureau à domicile. Je l'entendais pratiquer le clarinette, ce son strident et hésitant. J'avais l'intention d'aller lui dire qu'elle sonnait bien. Mais le téléphone sonnait, un email arrivait, et je pensais, je la verrai au dîner. Mais ensuite, je travaillais pendant le dîner, avec un plateau qu'on me rapportait au bureau. Le clarinette s'arrêtait. La maison restait silencieuse. Tu ne vois pas l'érosion. Tu ne la vois vraiment pas. Ce n'est pas une fissure qui apparaît un jour. C'est l'usure lente et imperceptible du sol. C'est le silence qui devient le langage normal. Sophie est devenue adolescente, puis une jeune femme. Ces questions ont changé de « Papa, peux-tu jouer ?» à « Papa, vas-tu venir ?» à un plan et résigné « Où est papa ?» J'entendais le changement, mais j'étais trop occupé à éteindre des incendies, à assurer le prochain tour de financement, pour le voir comme une alarme. Je pensais que c'était juste une partie de la croissance. Le coup n'était pas dans les grandes disputes, il était dans les non-conversations. C'était Carole me demandant, pour la 10e année consécutive, si je pouvais prévoir d'être libre pour l'anniversaire de Sophie en juin. C'était moi, en avril, disant « Absolument, note-le ». Et ensuite, en mai,
devant aller à Francfort pour une inspection d'usine. Je l'appelais pour son anniversaire, ma voix résonnant dans une chambre d'hôtel. « Ah, comment va ma fille ?» disais-je. « Bien !» disait-elle. Le silence de l'autre côté de la ligne était plus long et lourd que n'importe quel mot. Carole est partie quand Sophie avait 20 ans. Pas de manière dramatique, en claquant des portes. Un samedi, elle s'est assise sur la chaise devant mon bureau et a dit, très calmement, « Je ne peux plus faire ça, Mike. Je suis seule. Elle est partie et tu n'es pas là. Et je vis juste dans un musée de ce que nous étions censés être. » J'ai promis de changer. Je le pensais sérieusement. Mais le travail était comme un train en descente, sans frein. J'étais dedans. Je ne savais pas comment descendre. Le point de basculement, ce n'était pas la vente. Ce n'était qu'un chiffre sur un écran. C'était 2 ans plus tard. J'avais 64 ans, retraité techniquement. J'avais acheté un appartement en Floride, pensant que Carole et moi peut-être, enfin peu importe. J'étais seul. Sophie avait 34 ans, vivant en Oregon. Nous parlions peut-être 4 fois par an, de brèves et courtoises mises à jour. J'ai décidé de réparer les choses. Voici comment je le voyais. Un projet à gérer. Je suis allé lui rendre visite sans prévenir, un grand geste. Je me suis arrêté sur le porche de sa petite maison de style craftsman. Elle a ouvert la porte. Elle avait un bébé sur la hanche, un petit garçon d'environ 18 mois, avec des cheveux bouclés. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas qu'elle avait eu un enfant. Elle ne me l'avait pas dit. L'expression sur son visage n'était pas de la colère, c'était pire. C'était de la surprise, puis un calme rapide et pratiqué. « Papa » a-t-elle dit, « quelle surprise !» J'ai fixé mon petit-fils. Il s'appelait Léo. J'ai su son nom à ce moment-là, sur le porche. Elle m'a invité à entrer. Nous avons pris du thé. Elle était gentille, terriblement, distamment gentille, comme une infirmière en soins palliatifs. Elle m'a montré des photos de sa naissance, de son premier anniversaire. Je les avais toutes manquées. Je lui ai demandé, d'une voix chargée, pourquoi elle n'avait pas... Elle me l'avait dit. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, « À qui l'aurait-elle dit, papa? À l'homme qui était toujours occupé? J'ai cessé d'essayer de te donner des nouvelles que tu n'avais pas le temps de recevoir. Je suis resté dans un hôtel 2 jours. J'ai vu Léo une fois de plus. Je l'ai porté. Il sentait le shampoing pour bébé et les biscuits Graham. Il avait les yeux de sa mère. Quand je suis parti, Sophie m'a embrassé. C'était une étreinte prudente, de celle que l'on donne à un connu. Elle a dit « Voyage en sécurité ». Elle n'a pas dit « Reviens vite ». Elle n'a pas dit « Je t'aime ». L'habitude entre nous était trop brisée. Alors lève les yeux de ton écran. Ce soir, va et assieds-toi dans la pièce où sont les personnes que tu aimes. Ne dis rien de profond. Sois juste là. Laisse l'après-midi passer avec eux. Fais-le encore demain. Ce n'est pas du temps perdu. C'est la seule chose qui, à la fin de tout cela, ne semblera pas comme du sable s'échappant entre tes doigts. Je m'appelle Michael. J'ai 76 ans et je donnerai chaque dollar, chaque reconnaissance, chaque parcelle de ce qu'on appelle le succès pour un mardi ordinaire avec ma famille de retour. Juste un. Mais le temps ne fonctionne pas ainsi. Il avance simplement. Reste où tu es.